Good morning, sir. Hi, good morning, gentlemen. May we know your name? My name is Dennis Anye. Okay, thank you for coming here, sir. I appreciate that. May we know why you're here today? Actually, I'm here because of the workshop that has been organized by Dennis and Leonora Forental Foundation. Okay. Basically, that's the reason that I'm here for the workshop, attend the workshop that has been organized here. Okay, and what are your expectations by the end of the day? I should be able to benefit from the workshop, the capacity that we want to build, and the prospect that we have, that we intend to do, especially when it comes to agricultural activities, find entrepreneurial skills and marketing of our products that we're trying to come out with. I think it's my first time, but I think it could be beneficial a lot, especially in the Cameroon sense, because we have a lot of opportunities that we don't know how to exploit them. Probably these are ways that we may be enlightened to know how to exploit these opportunities that are in front of us. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Madame. Bonjour, monsieur. May we know your name, please? Je m'appelle Badi Marie-Florence. Okay. May we know why you are here today? Je suis là parce que j'ai été invitée à participer à ce séminaire, tout simplement. Il m'a été dit que ce séminaire allait m'apporter beaucoup en tant qu'entrepreneur que je suis. Donc c'est la raison de ma présence ce matin. Okay, and what are your expectations by the end of the day? Alors, en venant ici, j'espère qu'en partant d'ici, je pourrai augmenter la quantité de mes clients et également améliorer mes performances en marketing pour mieux positionner mes produits sur le marché. Thank you very much, madame, and we hope your expectations are met. Je vous en prie, monsieur. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yves. Je suis entrepreneur chercheur. Bon, je ne veux pas une thèse en entrepreneuriat. Je suis titulaire d'un master en analyse et évaluation des projets, un master en économie et gestion. Je suis diplômé de l'école d'entrepreneuriat HEC Montréal, où j'ai appris à faire l'entrepreneuriat. Actuellement, je suis responsable d'un projet. Elle vous en parlait tout à l'heure. Promotion des juniors entreprises post-formation au ministère de la Jeunesse. Donc, voilà un peu en gros ma modeste personne qui est en face de nous. Ce matin, je vais vous entretenir sur 3 thématiques. Le leadership, le réseautage, véritable outil de développement des entreprises en général, des PME en particulier. Et enfin, la gestion des savoirs, c'est-à-dire comment utiliser des connaissances pour pouvoir développer son entreprise. Quel peut être l'impact, l'influence des connaissances qu'on peut avoir en termes d'expérience, en termes de capitalisation la plupart du temps. On est dans la logique échec-erreur. Comment peut-on mettre toutes ces informations à contribution pour pouvoir développer son entreprise? Donc, ce sont les 3 thématiques du matin. Ok. Je pense que si on a 5 minutes, je souhaiterais que vous également, vous puissiez prendre la parole pour, en 2 mots, essayer de donner une information sur vous, si vous êtes chercheur de projet, chercheur, entrepreneur, ou bien vous avez déjà une activité et vous souhaitez effectivement avoir des connaissances pour développer vos activités. Donc je souhaiterais qu'en 2 minutes, chacun puisse prendre la parole.
pour se présenter un peu. Peut-être son background, je ne sais pas. Nous savons. Je suis consultant junior dans un cabinet de la place et je suis aussi chercheur je suis porteur de projet. Donc je suis là pour avoir des connaissances dans le domaine du leadership, du réseautage, avoir aussi des connaissances dans le marketing, comment pouvoir positionner nos différents produits parce que là, on a des petits soucis à faire lancer l'activité. Donc je suis là pour pouvoir avoir ces notions-là qui vont nous permettre de décoller facilement. Je me battrai comme je pouvais pour apporter des solutions à vos préoccupations. J'essaierai au maximum d'être un peu mixte. Il y a des entrepreneurs qui sont déjà en activité. Donc, on va essayer ensemble de partager nos expériences tout au long de la formation pour que ceux-là qui ont l'intention de se lancer puissent avoir également la motivation et les outils nécessaires. Pour ce qui me concerne, je suis pour les porteurs disponibles, pour ceux-là qui veulent véritablement se lancer. Déjà de leur dire que l'entrepreneuriat, c'est une profession. C'est pas comme on en parle la plupart du temps, quelqu'un veut se lancer parce qu'il a peut-être une opportunité de financement et dit bon, je vais ouvrir un truc, lorsque ça va me donner le financement, je vais fermer. L'entrepreneuriat, c'est un métier, une profession, comme toutes les autres professions. Médecin, ingénieur, ça veut dire qu'on le fait à vie. L'échec en entrepreneuriat, c'est pas quand on ferme ou on a des difficultés dans l'entreprise. Non. Un entrepreneur, c'est justement un visionnaire, celui-là qui s'adapte, qui sait transformer les obstacles en opportunités. Aujourd'hui, je fais dans l'eau. Si l'eau me menace, je vais faire dans la banane, et ainsi de suite. Je suis entrepreneur, donc j'exerce ce métier. Lorsque vous regardez l'actualité, des entrepreneurs, ces gens qui sont très riches là, ils sont riches depuis belle lurette. Ça fait 50 ans qu'ils ont commencé à mener des activités. Donc, c'est un parcours qui n'est pas linéaire, difficile, mais il faut le faire. Déjà se considérer comme un métier à part comme les autres acteurs de la société. C'est très important déjà. Parce que ce qu'on rencontre d'expérience, travail avec des gens, ils sont là, mais ils ne sont pas forcément entrepreneurs. Et un entrepreneur, il a des qualités. C'est quelqu'un de curieux, quelqu'un de créatif, il a de la vivacité. C'est-à-dire qu'il a mis son projet au centre de sa vie. Le matin, il ne voit pas le temps passer. C'est son projet. Il est focus. C'est ça un entrepreneur. Parce que si à la base, il n'y a pas ces valeurs-là, ce sera difficile de continuer. Parce que le parcours, comme je disais, n'est pas linéaire. Il a de la créativité. C'est-à-dire, il sait analyser, il sait regarder, c'est-à-dire chaque fois il marche, il est dans un marché, il se pose des questions. Pourquoi pas? Pourquoi? C'est des aptitudes comme ça qui parfois naissent depuis l'enfance. Mais l'éducation, à un moment donné, qui restreint la liberté des enfants, empêche parfois de développer ces aptitudes-là, mais on la pousse. C'est vraiment très important dans toutes les démarches, que ce soit lorsque vous allez chercher de l'opportunité pour vendre vos produits, que ce soit lorsque vous êtes en train de
vous avez une vision idéale de ce que vous voulez, faire. Donc c'est important de déjà avoir ces valeurs. Un entrepreneur n'a pas... S'il a une femme, la femme s'occupe du volet des enfants familiales, mais lui, 24 sur 24, il dort, c'est son projet. Il n'a pas planifié les heures. Il n'est pas celui-là qui va se dire, bon, je vais être ici pour l'activité de 6h à 8h, après je fais autre chose. À chaque instant. C'est toute une vie. Ça, ce sont les qualités des entrepreneurs qui ont réussi. C'est comme ça. Tous ceux qui ont réussi en entrepreneuriat ont ces qualités-là. Et maintenant s'ajoute cette valeur que nous allons voir tout à l'heure, le leadership. Ça s'apprend. C'est une compétence psychologique. Parce que vous travaillez avec des groupes, vous manipulez. Vous avez la possibilité d'influencer, de motiver, d'orienter, de diriger les hommes. Donc, on va essayer de discuter sur le leadership, le réseautage également, qui est un outil de développement des entreprises et des entrepreneurs. Donc, à travers le réseautage, on résout tous les problèmes. C'est-à-dire, tu as un problème de marché, tu trouves l'opportunité dans les réseaux. Marché, tu peux trouver. Réseau des jeunes agriculteurs, etc. Tu entres dans le réseau, tu peux proposer ton produit dans l'achat. Donc il y a plusieurs raisons d'être inscrit dans un réseau. On va les voir tous. Et on va pas seulement aborder des aspects d'ordre notionnel, mais on va aussi faire un peu des démarches pratiques de ces outils-là. Comment un leader peut pratiquer le leadership? Qu'est-ce qu'un leader? Comment ça se passe? C'est vrai que je souhaitais d'abord vous poser cette question. Est-ce que c'est un nouveau mot? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu, pour lequel vous avez toujours eu des points d'ordre de leadership? Est-ce que vous avez des idées par rapport à la notion de leadership? C'est la première fois que vous entendez le mot, je voulais juste savoir. À titre de méthode, c'est vraiment interactif. Vraiment, à tous les niveaux, je ne vais pas exposer, on va échanger. Au fur et à mesure, ça permet de faire à ce que, comme nous ne sommes pas nombreux, on peut effectivement travailler comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est la première fois que vous entendez l'expression leadership. Vous en avez déjà vu, observé le leadership. C'est un ensemble d'attitudes, que c'est psychologique, et d'attitudes qui permettent d'influencer le comportement d'un groupe de personnes. Simplement, c'est des attitudes qu'on a et des attitudes, la façon de se comporter. C'est des valeurs qui attirent les autres, qui donnent confiance, qui permettent aux autres de nous donner notre place de leader. C'est les attitudes qu'on a envers autrui. Donc, nous, on va faire le lien entre le leadership et l'entrepreneur, parce que c'est très important. Le leadership repose autour d'une cellule qu'on appelle le groupe. Un groupe, c'est un ensemble d'individus qui, effectivement, ont des liens, n'est-ce pas, entre eux, et qui ont généralement des objectifs communs. Comme une sorte d'équipe, l'ensemble des individus en interaction. Ils ont une relation en fait. Si on veut dire spécifique, ils ont une relation, peu importe la relation. C'est un groupe. Voilà. Là, le leader exerce. Le leader se pratique dans le groupe. Ça peut être toute la société. Nous sommes en relation. Toute la société. Ça peut être un espace réduit. Ça peut être une équipe.
comme dans le cadre d'une entreprise. On dit que vous êtes en relation, vous êtes lié par le contrat de l'entreprise, vous êtes en relation et vous formez un groupe. Et en général, le directeur de l'entreprise est le leader. Mais, à la différence du manager, c'est que l'autorité lui est donnée par le groupe et non par le papier, c'est-à-dire le statut qui dit la hiérarchie, c'est vous et vous avez l'autorité. Donc, il y a une différence entre manager et leader. Le leader, c'est nous, le groupe personnel du groupe qui lui donnons cette vocation-là. Parle à notre nom. Dis-nous des choses, on va te suivre. Par contre, le manager, lui, c'est l'organigramme de l'entreprise qui définit qui est le manager et qui sont d'autres postes. Donc c'est un peu ça. Alors, en entrepreneuriat, le leadership intervient lorsque on veut confronter la vision qu'on a à l'action. C'est-à-dire que tu as une vision, je veux créer une entreprise, je veux produire, et maintenant il me faut agir. Pour agir, j'ai besoin de ressources, n'est-ce pas? J'ai besoin de piloter une équipe, parce que je ne peux pas faire seul. J'ai une équipe, j'ai ma vision qui n'est pas déjà partagée, et je vais agir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour motiver, amener, influencer mon équipe, pour qu'elle puisse, c'est-à-dire déjà adhérer à la vision que j'ai besoin d'avoir des aptitudes. Et des attitudes qui font que, de façon naturelle, mon équipe va reconnaître en moi celui-là qui pilote. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça, en fait, le leadership en entreprise. L'ensemble d'aptitudes et les attitudes qui permettent d'influencer. C'est plus que c'est psychologique. Qui permettent d'influencer le comportement d'un individu qui a le leadership autoritaire, autocratique, comme on dit. Celui-là qui est un manager, alors il ne fait pas confiance à son personnel, à son équipe. Il dirige tout, il décide de tout, il ne donne même pas la parole. Lorsqu'il est en réunion avec son équipe, il ne donne pas la parole. Voilà. On fait ce qu'il nous demande de faire. On n'a pas à dire quoi, on n'a rien à dire. Maintenant, il y a ce type de leader qui est leadership paternaliste. C'est-à-dire, c'est celui-là qui dit, si vous travaillez, je vais vous aider, mais si vous ne travaillez pas, tant mieux. Il y a un autre type de leadership démocratique, c'est-à-dire que c'est un manager qui préfère déléguer certaines responsabilités, il ne prend pas tout sous son dos. Il fait confiance à ses collaborateurs, à ses collègues, il écoute. La décision se prend de façon, je ne vais pas dire collégiale, mais si à l'unanimité, on décide de prendre une option, il la valide. C'est le plus fort, ou bien le plus grand nombre qui a le pouvoir à ce niveau. Ça, c'est le leadership démocratique. Maintenant, il y a le type de leadership qui est le leadership collégial. Vous savez, collégial, c'est que c'est un système d'égalité entre tout le monde. Bon, le chef ne se dit pas que parce que c'est mon entreprise, je vais regarder les gens du bas. Donc, c'est un leadership où tout le monde a le même droit, la même attention. Nous sommes égaux. Je suis le directeur de l'entreprise et lui, il est le responsable marketing. Nous sommes égaux lorsqu'il faut décider. Parce que tout ce qu'on fait, c'est décider.
que le rôle du manager, c'est prendre des décisions, décider. Là, les autres font et ça suit. Et il y a d'autres leaders qui sont vraiment laissés aller. Alors, lui, il vous dit carrément, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas avec vous, faites ce que vous voulez. C'est un style de leadership. Il est leader. Alors, je vais attirer votre attention sur un fait. Il n'y a pas un style qui est mieux que l'autre. De tous ces styles qu'on vient de citer, il n'y a pas un seul style qui est mieux que l'autre. En général, le style s'adapte à la situation et au contexte dans lequel on se trouve. On ne va pas dire celui qui est. Si vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, pour exemple, il est là, un employé, mais il vous prend par la parole, il est toujours là à son tour. Mais vous devez être comment avec alors faites comme vous voulez, non? Donc le style aussi permet d'atteindre des objectifs parce qu'il faut choisir un style pendant que vous êtes en plein leadership, en pleine pratique de leadership. Choisissez un style qui permet toujours, on a dit, influencer le comportement pour pouvoir atteindre un objectif. C'est ça le leader. Ensemble d'attitudes et d'attitudes qui permettent d'influencer, de motiver. Donc tout ça est psychologique, comportement. Si vous avez un personnel comme celui-là, il ne prend jamais la parole, il ne fait jamais ceci. Si vous n'allez pas être laxiste envers lui, alors là vous lui dites faites. Parce qu'apparemment vous faites, allez-y. C'est un exemple, comme tant d'autres. Ça peut être nuancé. Mais en général, les gens qui ne participent pas, les gens qui ne s'impliquent pas assez, il faut être un peu autoritaire. C'est ma philosophie, donc je ne sais pas comment ça se passe. Simplement pour dire que parfois, autoritaire aussi, c'est pas mal comme style. En vous, vous devez avoir tous ces styles-là et savoir quand est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel style. Voilà. Alors, le leader a 5 principaux rôles. C'est un communicateur. C'est sa parole, son âme, la bouche. Un communicateur. C'est un bâtisseur d'équipe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait toujours réunir les gens, essayer de trouver, je ne vais pas dire confort, mais essayer de permettre à ce que ces gens-là réunis puissent travailler ensemble. Un leader, c'est un facilitateur. Peut-être que c'est ce que je suis en train de faire. C'est un facilitateur, un animateur pour rejoindre Madame l'ingénieur social. Un leader, c'est un agent de changement. C'est un éducateur. Ceux-là qui disent, oh, ne jetons plus la poubelle là, il faut qu'on organise des sessions, des séances de ramassage des ordures au quartier. Mais tout ce qu'ils voient l'action que le leader est en train de poser, sont éduqués à savoir que maintenant, là, on ne jette pas les ordures là-bas et c'est là. Et l'acte même de jeter l'ordure n'est pas un acte. Voilà. Et le leader, c'est celui-là qui est volontaire. Parce qu'un volontaire, c'est un leader. Un volontaire. Vous êtes volontaire. L'action de pouvoir faire quelque chose. Je ne vais pas dire ça, c'est par le volontariat, parfois il y a des avantages pécuniaires, mais l'action de vouloir faire quelque chose pour la société, de vouloir participer au développement de la société, sans attendre forcément quelque chose de très pécuniaire en retour. Ça, c'est faire preuve de leadership. Voilà. Donc, c'est un peu ramassé. Et maintenant, on va attaquer les fonctions du leader en lui. Tout à l'heure, on a fait une différence entre
manager et leader. Je vais vous surprendre. Le leader a 4 principales fonctions. Planifier. C'est-à-dire se fixer des objectifs et mettre sur pied un plan d'action. Planifier. Organiser. Ça veut dire que dans le groupe, le leader répartit les tâches et les ressources allouées pour que l'objectif puisse être atteint. Diriger. Le leader a pour fonction de diriger et contrôler. C'est-à-dire que ce sont les fonctions managériales. On a dit planifier et Planifier, organiser. C'est-à-dire répartir les tâches, les ressources, tout ça pour atteindre le but. Diriger et contrôler. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu le leader. On a vu le leader qui est là. On a vu le leadership, les différents styles de leadership. On s'est appuyé sur les fonctions du leader. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes en situation, voilà la démarche que vous devez utiliser. Peu importe ce que vous voulez faire, planifier, organiser, diriger et contrôler. Et maintenant, en termes de pratique du leadership, on s'est déjà apposé dessus. Le leadership se passe dans une société, un groupe. Déjà, donc, il faut déjà qu'une équipe de gestion, je ne sais pas, existe. Et maintenant, le leader des outils, on a parlé de la communication, on a parlé de l'animation, ça sont les outils. Vu que quand vous rentrez là, vous entrez dans votre boîte, le fait d'organiser une réunion, le fait de pouvoir avoir un style pendant que vous organisez la réunion, vous êtes déjà en train de faire un acte de leadership, donc vous pratiquez déjà le leadership. Je ne sais pas si on se comprend. Vous organisez une réunion, vous passez la parole à vos collaborateurs, vous prenez des décisions. Maintenant, vous qui suivez cette formation, l'avantage que vous avez, c'est de savoir que par rapport à telle ou telle réaction d'un membre de l'équipe, voilà tel ou tel style qu'il faut utiliser pour le motiver, pour influencer son comportement. Donc il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes dans une démarche qui encourage les groupes à atteindre un objectif. Ce n'est pas une démarche qui permet de manipuler pour les conflits, mais c'est une démarche qui permet de faire participer, de motiver son personnel. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Bon, il y aura une séance questions tout à l'heure, parce que tel que j'ai vu le programme, je pense qu'on va continuer avec les différentes thématiques et à la fin, vous aurez vos questions et qu'on puisse faire des échanges. Voilà. Donc, actuellement, maintenant, on va passer à la deuxième thématique, qui est celle du réseautage. Le réseautage, qu'est-ce que c'est? Quoi ça sert? Nous qui sommes là, ça nous sert. Moi, je vous assure, le thème de tout à l'heure, la leadership, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous pouvez imaginer combien de conflits il y a dans les entreprises. Simplement parce qu'on n'a pas pu... combien de fois les personnels ne viennent même plus au travail. Parce que le chef n'a pas su quoi dire, comment gérer. Et vous savez, en entrepreneuriat,
il y a des théories qui fonctionnent toujours. Fidéliser sa ressource humaine, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous ne fidélisez pas, si vous passez le temps à changer de ressources, changer de personnel chaque fois, vous allez recommencer le travail à zéro. Alors que théoriquement, après 3 mois, lorsque vous avez un personnel, il a déjà épousé les valeurs de votre entreprise. Quel est le coût? Si vous appliquez les principes de leadership dans vos entreprises, vous allez vous rendre compte lorsque il faut motiver le personnel pour pouvoir atteindre une certaine capacité de production. Si vous ne les appliquez pas, vous allez vous poser 1001 questions. Il y a des gens qui travaillent 22 heures, 23 heures. Il y en a qui disent, ah, moi j'arrête à 15 heures. Moi je ne peux même pas faire d'effort parce que vraiment mon patron là. Il y en a lorsqu'ils travaillent de façon désinvolte, ils me paient même d'avoir mal vendu de façon. C'est comme ça que les employés, on observe ça partout. Les salaires sont même pas d'abord bien élevés. Je vous assure qu'un leader peut transformer ce type de situation en une situation de performance. Simplement parce qu'il a su motiver, influencer, parce que c'est ça. C'est lui-là qui te dit, je travaille pourquoi, alors que tu ne me payes même pas. Grâce au leadership, on peut retourner la situation à une situation de performance. Voilà. Bon, c'est un peu ça. C'est pas de façon fortuite si la fondation a décidé de nous entretenir sur cette thématique. Moi, je vous dis, la RH est un problème terrible en entreprise. Même quand, au départ, oui, c'est un peu, mais au fur et à mesure, c'est terrible. La plupart des entreprises ont fait. RH, Human Resources. Voilà. Maintenant, le réseautage. Dites-moi quelque chose. Il y a beaucoup de types de réseaux. Vous avez entendu parler quand même. Qu'est-ce qu'un réseau? Quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment. Peut-être même si on a un problème, il peut nous aider à atteindre ce qu'on veut. Donc, je prends le réseau dans le sens d'une personne, pas le sens d'un autre. Donc, c'est mon réseau là-bas. Donc, grâce à lui, je peux faire de très grandes choses. D'accord. Je crois que tout le monde ici, effectivement, a une idée de ce que c'est qu'un réseau. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est pour un entrepreneur, comment tirer profit d'un réseau. Quels sont les types de réseaux qui existent? Quelle est la démarche pour nous entrepreneurs? On part d'où pour convoquer un réseau? Comment utiliser cet outil-là pour développer notre entreprise? Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Comme on a dit tout à l'heure, le réseautage, justement, c'est un ensemble d'outils qui permettent d'aider les porteurs de projets à augmenter leur chance de réussite, à développer leur entreprise. Le réseautage, c'est un ensemble d'outils. Voilà. Qui permettent aux porteurs de projets et aux entrepreneurs en général, ceux qui sont déjà d'activité, d'augmenter leur chance de réussite. Parce que dans les réseaux, il y a beaucoup de choses qui se font. De stimuler même leur capacité d'innovation. Parce que c'est des échanges interactifs. De réduire les coûts. Parce que l'un des objectifs d'un entrepreneur, c'est de réduire les coûts.
bien évidemment, d'accéder à de l'expertise. Parce que dans les réseaux, il y a des gens qui, effectivement, ont de l'expérience, qui veulent donner, partager de l'expérience avec les membres et autres. Et d'offrir un espace d'échange, justement, espace où tout ce qui peut être fait en termes de capitalisation pour un porteur de projet s'effectue. Voilà. Le résultat, c'est un peu ça. On y gagne. Alors, je vais vous donner les bonnes raisons d'adhérer à un réseau. La première, c'est que vous qui voulez les marchés, le réseau vous permet d'agrandir votre réseau de contact. Le réseautage agrandit votre réseau de contact. À titre d'illustration, vous allez à propos, vous avez vos cartes de visite, vous tombez sur des gens qui ont des choses que vous n'avez pas. Vous échangez les cartes de visite. Le lendemain, vous vous appelez. Vous êtes en train d'agrandir votre réseau de contact. Parce que cette personne qui a votre carte, là, il a probablement ou pas la solution à votre problème. Une solution. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, le réseau aussi, à travers le réseau, l'entrepreneur rencontre des potentiels partenaires dans le réseau. Moi, j'en connais un, Association des entrepreneurs du Cameroun. Alors, lorsque tu y adhères, d'abord, ceux qui sont membres consomment tes produits. Tu payes tes cotisations, mais maintenant, ceux qui sont membres consomment tes produits. Ils ne vont jamais aller chercher, s'ils sont 1000. Ils ne vont jamais aller chercher ailleurs. Ils consomment. C'est d'abord ça, le réseau. Et maintenant, le réseau permet aussi de trouver les ressources manquantes. Ça veut dire que lorsque vous avez fini de planifier, j'ai besoin d'un fournisseur à Malabo. J'ai besoin d'un camion qui va m'aider à transporter mes marchandises. Alors vous avez la possibilité de les trouver dans les réseaux. Voilà. Le réseau permet également de développer ce qu'on appelle les elevator pitch. C'est-à-dire que celui-là qui améliore sa façon de présenter son produit, de se présenter, de se vendre. Vous savez, à un moment, il y a une phase là où, en entrepreneuriat, donc vous devez faire un speech pour présenter votre produit, convaincre les bailleurs de ce qu'ils doivent financer vos projets parce qu'il est très porteur. Dans les réseaux également, il y a des échanges dans ce sens. Et maintenant, il y a des informations qui circulent également dans les réseaux. On va vous dire que puisqu'il y a des syndicats, chambres de commerce, syndicats de professionnels, ils sont très regardants dans leur secteur. Si tu voulais investir dans, je vais prendre quel exemple, ils vont vous dire, attention, la tendance est pas bonne. Donc vous pouvez avoir aussi des indicateurs de tendance dans les réseaux. Voilà. Maintenant, l'accompagnement aussi, fonction très importante pour des porteurs de projets et ceux même qui ont des entreprises d'accompagnement. Il y a des réseaux qui sont spécialisés dans l'accompagnement. Ils accompagnent leurs membres. Le réseau des jeunes entrepreneurs, ils accompagnent, donc tu adhères au réseau. Maintenant, si tu as besoin d'une formation, ils organisent des formations, la gestion, pas mal de choses. Il y a des réseaux comme ça. Bien évidemment, en tant qu'association, ce sont des associations de la défense des intérêts communs. Voilà. Et la création d'opportunités d'affaires, je crois qu'on a déjà fait allusion à ça. Quelqu'un peut avoir dans le cycle de votre produit, ou vous également,
vous avez une idée, mais vous n'avez pas bien développé. Vous entrez dans un réseau avec les échanges qu'il y a. Ah tiens, ça, c'est une bonne idée. Donc vous pouvez identifier dans un réseau une opportunité d'affaires. Alors, il y a plusieurs types de réseaux. Hein. Parce que vous devez alors savoir, c'est trop théorique. Hein. Il y a des réseaux dits traditionnels. C'est-à-dire que les réseaux professionnels, syndicats des transporteurs du Cameroun, syndicats des réseaux traditionnels. Ce sont des réseaux qui sont dits traditionnels. Maintenant, il y a des réseaux institutionnels. La chambre de commerce, la chambre d'agriculture, l'artisanat. Vous savez que c'est un regroupement de professionnels, mais c'est institutionnel, puisque c'est l'État qui... Voilà. Et également dans certains ministères développent des réseaux. Peut-être aux petites et moyennes entreprises, ils sont en train de développer des réseaux, peut-être des associations, ce qu'ils appellent CGE, Centre de gestion agréé. Il y a des réseaux. Donc, des réseaux peuvent aussi être institutionnels. Et vous voyez, si vous adhérez à ce type de réseau, vous qui avez des problèmes de comptabilité, là, parce que vous êtes membre du réseau, vous avez des avantages en termes de coûts, puisque si vous adhérez à ce réseau, des frais qui sont peut-être alloués, puisqu'il y a des avantages, des frais qui sont alloués à la gestion comptable de votre entreprise, vous les amortissez là. Parce qu'il y a des experts qui adhèrent, et voilà. Bien évidemment, il y a des réseaux spécialisés, comme on disait tout à l'heure, agro-pastoral. Vous allez souvent voir des associations de gens qui font dans le plantain, ceux qui font dans le macabo, ceux qui font dans les bâtiments de travaux publics, ceux qui font dans les cosmétiques, ceux qui font dans la couture, ceux qui font les affaires. Donc, ce sont des réseaux qu'on appelle des réseaux spécialisés. Maintenant, il y a des réseaux virtuels. On les connaît, les réseaux sociaux. On les voit parfois. On communique à travers l'ordinateur. C'est des réseaux qu'on appelle des réseaux virtuels. Facebook, LinkedIn, ce sont des réseaux virtuels. Ça peut aussi être objet de création par la fondation d'un réseau d'entrepreneurs que nous sommes. Un réseau virtuel. Donc, à condition de savoir bien utiliser. Ok. Maintenant, comment ça se passe pour la démarche? Comment est-ce qu'on se lève comme ça, on dit on va adhérer à un réseau? Il y a une démarche. La première étape pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise, c'est de pouvoir identifier ses forces et ses faiblesses. Parce que ce sont des faiblesses qu'on va essayer de rembler en allant chercher des partenaires dans les réseaux ou les solutions dans les réseaux. La première étape, c'est d'identifier ses forces et ses faiblesses. Et maintenant, après avoir identifié ses forces et ses faiblesses, connaissant maintenant les faiblesses, je n'ai pas assez de ressources, je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas assez. On passe à la deuxième étape qui est de repérer les réseaux d'entreprises qui permettent justement de résoudre les problèmes qu'on a identifiés au départ. Donc on se lève pas le matin, on dit on va adhérer à un réseau. On identifie d'abord les problèmes qu'on a. Maintenant, quel est le réseau qui peut m'apporter une solution? Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est effectivement de pouvoir intégrer le réseau et participer
à la vue du réseau. Et là, il y a une dernière. Celle qui est souvent très négligée, il y en a qui ont 1000 cas négligés chez eux. Peut-être même certains sont déjà perdus. C'est de faire le suivi de la relation. Ça, c'est quelque chose de très important. Parfois, on en prend beaucoup, on assiste aux événements, on assiste aux soirées, on assiste. Mais on ne fait pas la relance. On est tombé sur un partenaire qui nous a dit voilà, mais pour une raison ou une autre, on n'a plus jamais fait, sinon on n'a jamais appelé. Ça, c'est dangereux. Bon, la quatrième étape, c'est le suivi. Relance. Et l'activité de résultat, c'est quoi? Je m'inscris, j'assiste aux événements, je participe, j'échange avec les personnels et les partenaires. Ce n'est que ça. Hein. J'arrive, j'échange, bonjour. Voilà, je fais dans ça. Ok, vous faites. Ok, est-ce qu'on peut. Voilà ma carte de visite. C'est ça l'activité. Pendant que quand vous assistez aux événements, c'est un peu ça la conduite, de façon pratique. C'est un peu ça. Maintenant, il y a le suivi, puisque ça sert à rien d'avoir pris une carte de visite si vous, à la fin, vous ne pouvez pas mener ou bien bénéficier de ce que ça va vous apporter. Donc, il ne suffit pas d'aller participer d'aller dans les événements, participer, mais il faut faire le suivi. Donc, vous faites une planification avec vos compétences de leadership. Vous faites une planification de la relance de tous les partenaires que vous avez contactés. Vous apprêtez ce que vous attendez d'eux. Vous faites des rencontres maintenant, comme on dit, inbox. Voilà. Vous développez, vous nouez dans des relations qui vont vous permettre d'aboutir à la résolution de plusieurs de vos problèmes. Bon, il ne suffit pas simplement d'adhérer à nous autres et de dire voilà, je suis protégé ou tout ça. Il faut savoir en tirer profit. C'est des choses que vous connaissez. Je suppose que vous avez déjà eu à faire ça. Des choses que vous connaissez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant la gestion du savoir, en fait, ici, il est question de se dire j'ai un employé qui a testé une approche et l'approche a marché. Mais chaque fois, on avait un problème parce que on n'arrivait pas à améliorer la production, la productivité. Mais il y a un employé là qui a réussi à trouver une formule. Et cette formule, comme elle est bonne, elle devient un savoir, une connaissance. Comment mettre à contribution cette connaissance au service de l'entreprise? C'est l'objet de notre dernière thématique. C'est vrai que le temps est parti. On ne pourra pas tout développer ici. Voilà. Alors, la connaissance en entreprise, c'est une information qui a de la valeur. Vous voyez, il y a trouvé une technique qui permet de réduire le temps de service ou le temps de production. Ça a de la valeur. Parce qu'il y a un gain en temps. À travers ce qu'il a trouvé, on réussit à gagner du temps. Si on gagne du temps, bien évidemment, on améliore notre productivité. Voilà. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'objet de la troisième thématique. Apprêter, il faudrait qu'on échange. Parce que moi, je suis venu aussi apprendre. Voilà. Et vous voyez, la gestion de la connaissance a des objectifs en termes d'entreprise sur le plan stratégique. Ça nous permet de garder notre avantage concurrentiel parce qu'on a amélioré notre productivité. De se positionner face à la concurrence.
C'est une information qu'on n'a pas, aussi petite qu'elle soit ou grande, ou peut-être qu'il faudra la protéger, je ne sais pas. Mais elle nous permet d'avoir un avantage concurrentiel avec la concurrence. D'offrir une meilleure qualité, parce que le savoir peut être lié à la manière dont on conçoit nos produits, ou bien à la manière dont on rend service. Voilà. Au niveau opérationnel, la gestion, on va y arriver comment gérer le savoir. Permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs. Le gain en temps, l'efficacité de la production, sur le plan. Puisque là, on a trouvé la formule, maintenant on fait comme ça rapidement. Et une façon d'éplucher l'ananas, là, vous qui êtes dans l'agro-industrie, c'est pas il y a quelqu'un qui est dans l'agro-industrie. Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle des stations semi-automatiques, je ne sais pas. Vous utilisez des machines qui épluchent ou bien vous avez la main. Par exemple, on va dire, bon, maintenant là, pour éplucher, on a un couteau là, on fait plutôt comme ça. On dispose plutôt des stations d'une certaine façon. Ça permet à ce que l'ananas va d'une station rapidement à une autre. Ok, bon. Je pense qu'on va récupérer dans le temps de questions-réponses comment opérationnaliser la gestion des connaissances. Parce que moi, je suis praticien. Moi, je suis praticien. Tout ce que je fais, je le pratique. Plusieurs outils qui permettent d'opérationnaliser. Il y a les outils de communication dans une entreprise. Maintenant, il y a à l'époque, des entreprises qui ont des personnels dans les zones retirées. Aujourd'hui, avec son smartphone, on peut faire une visioconférence. Ça, c'est un outil de gestion des connaissances. Avec WhatsApp, on peut faire une réunion en écrivant là. C'est des outils simplifiés de gestion des savoirs. On s'échange des informations, on s'envoie des documents, des rapports à travers le téléphone, à travers les mails. Ce sont des outils. Ça permet d'améliorer, de gagner en temps, d'améliorer. Je ne sais pas si c'est des petites choses, hein. On fait ça tous les jours. C'est comme ça qu'on gère la connaissance. À l'époque, c'était pas ça. Il fallait aller. Peut-être qu'il y avait des fax, parfois il y en avait pas. Tu ne pouvais pas interagir avec quelqu'un, un employé qui est dans une autre métier. Il collecte une information qu'il faut que tu analyses. Il n'arrive même pas à t'appeler. Donc, il y a le téléphone, des mails, des chats, des vidéoconférences. Il y en a qui le font avec, comment on appelle ça, Skype. Et il y en a qui travaillent comme ça. Il y a des bases de données aussi. Les archives. Ça, c'est les outils de gestion de la connaissance. Quand vous arrivez dans un service, la première des choses, pour le monsieur, vous allez fouiller les archives pour voir comment on traite les dossiers. C'est pas souvent comme ça. Voilà. C'est des outils de gestion de la connaissance. C'est des choses qu'on connaît tous. Même dans une association, vous arrivez, on vous demande de rédiger un rapport. La première réaction que vous avez, c'est d'aller fouiller dans les rapports qui ont déjà été faits pour voir un peu l'articulation, comment ça se passe. Ça, c'est une pratique de la gestion de la connaissance. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que s'il fallait que vous alliez faire des recherches, faire une formation en littérature, je ne sais pas, pour rédiger un rapport, vous avez d'abord ce gain de temps, parce qu'il y a une base de données, des archives qui sont là. Donc vous devez avoir des archives. Ça, c'est une façon de gérer le savoir pour votre entreprise. Vous devez mettre sur pied des systèmes d'archivage, des systèmes ou des bases de données, si c'est numérique.
là, ça permet à ce que le travail soit optimisé. On a cité tout à l'heure les éléments justement qui permettent d'utiliser la gestion des connaissances dans l'entreprise. Il y a des forums aussi. Si vous êtes en fonction de la taille de l'entreprise, vous pouvez créer. À l'intérieur, vous échangez. Ok, je pense que vous aurez des questions, sûrement par rapport aux 3 thématiques qu'on a abordées. Je souhaiterais que ce soit pratique concernant lié à vos activités. Si là, ça nous permet d'adapter ou de rendre cohérent ce qu'on a appris tout à l'heure. Ok, je vous remercie. It's always a nice time to be a trainer here, and today was spectacular because everybody was participative. We talked with marketing. The topic was marketing, and I noticed that everybody was so impressed because we gave them the various strategies to go into the field and reach out to their customers. So I'm very sure that sales in Cameroon will improve thanks to the SBEC program, which many people came here to participate. So what about those who were not able to attend such sessions? Well, what sort of advice, what do you think you should cause them to attend such? Personally, I always instruct the participants of the SBEC program that they should go and spread the good news, first of all, to other participants. And I wish that to tell the entire Cameroonian population that Dennis and the local foundation, in partnership with the Government Policy Institute, they are offering something very unique and something very new to the Cameroonian population. So whoever gets this opportunity should not miss to come in, because it's something that's going to change your business almost forever. And generally, people complain about the lack of information as far as Cameroon is concerned, either in the creation of a business or for those who are created in running their businesses. How do you think this gap can be closed? The information gap, of course, is a problem because we're in the digital world. Many are not used to digitalization. Others are suffering from apathy and all of that. But the way we can bridge this gap, like I said, we must start somewhere. We've already started. We are just supposed to keep reaching out. That's why we talk of marketing. And one other way to reach out to people is through maybe the radio, we have the internet, we have the television, we have word of mouth, we have just normal interaction. So these are some of the methods which I'm going to plead that the organization reinforce, even if it means going using flyers, using the signboards, and whatever it takes to reach even the grassroots population, so that this strong entrepreneurship training which the SBEC is giving out should reach the roots of Cameroon. And I bet you the effects of the training which we are giving now will soon be manifesting, so much so that others will get to know that the SBEC program is real and it's taking shape and changing Cameroon for the better. Non, est-ce que vous êtes très satisfait? Qu'est-ce que vous avez appris particulièrement? Ok, déjà je suis plutôt très content d'avoir été invité et d'avoir participé à cette séance de travail. C'était dans l'ensemble très intéressant. Le sujet est d'actualité. Ce que je peux dire de manière générale, le premier petit regret, c'est qu'il y a eu très peu de jeunes entrepreneurs qui se sont présentés. Or, beaucoup de jeunes auraient vraiment pu bénéficier des notions transmises ici. Je les considère comme étant des notions introductives véritablement, pour que ceux qui sont là, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit social ou économique, peuvent l'utiliser pour commencer l'activité et être plus performants. How do you assess the session? How do you think it's going to help you in your business? Well, I want to start by first of all thanking the people who organized this session, Dennis and Leonor Foundation. It has really been enriching for myself, especially this is the first time I'm partaking in such an event, and it has really gone far to enrich me with the knowledge which I need to start up a business. I am really grateful, and I'm not going to explore this great drill to make sure that I establish something which will be outstanding in the nearest future. I look forward to putting everything I've learned today in practice, and also would like to use this as an opportunity to invite other persons who haven't taken part yet in such a professional drill to
try and make sure they partake. So it's a call for everyone to make sure he or she comes. When you hear of Dennis and Leonora for their foundation, or drills or tuition that they are trying to put up a drill such as this one. Thank you. Alors, donnez-nous vos impressions après cette session de formation. Mes impressions, je l'ai trouvée enrichissante parce qu'en venant ici, j'avais beaucoup de préoccupations, étant donné que je suis actuellement en train de faire la promotion de mon cabinet de consulting DEVAT. Donc je suis venu ici avec deux de mes consultants parce que, surtout étant jeune, notre cible est un peu large et un peu spécialisée. C'est surtout les ONG, les associations, les coopératives, les porteurs de projets. Tout ce qu'on fait dans le management de projets, on monte des projets, on fait le suivi d'évaluation, on fait dans l'accompagnement des structures. Donc à ce niveau, au niveau du marketing, jusqu'ici, on avait des problèmes, surtout pour cibler, surtout pour positionner le produit, comment est-ce qu'il faut présenter le produit, comment structurer l'offre de services. Il est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas eu de réponses ici, mais quand même, au niveau du marketing, on s'en sort avec quand même une idée un peu plus précise, même au niveau du management du groupe, avec les explications qu'on a reçues au niveau du leadership. Bon, on a vu dans l'ensemble que notre démarche, nous sommes sur la bonne voie, ça nous rassure parce qu'on était un peu troublés, on se demandait mais est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce que nous sommes en train de nous perdre. Au vu des échanges avec les différents présentateurs, ça a été enrichissant et ça nous motive encore plus parce que nous voyons que nous sommes sur le bon chemin. Merci. Ah oui, la formation de jury a été très enrichissante et très intéressante, surtout que j'avais besoin de savoir, en fait, j'avais besoin des compétences dans le placement des produits, comment présenter le produit, j'ai une difficulté dans le fait de pouvoir apporter mon produit au public. Et ici, là, ils ont pris des stratégies pour pouvoir entrer dans les marchés et positionner nos produits. Donc, nous avons aussi parlé de leadership, comment gérer les hommes, comment parler aux gars. C'était des trucs qui m'ont beaucoup édifié. On a aussi parlé du réseautage. Le réseautage, c'est un truc très important, surtout pour le domaine que je fais. On a besoin de travailler en groupe avec des gars et entrer dans des groupes. Et c'est là, il nous a parlé de comment aborder, comment entrer dans un groupe. Et là, comment surtout ne pas rester tranquille dans un groupe, mais interagir afin de pouvoir gagner. Parce que si tu y vas pour rester juste tranquille, tu ne gagnes rien. Et enfin, il y a une notion qui m'a tellement plu, c'était monitoring and evaluation à la fin. Là, il nous a posé une question qu'on n'a pas pu répondre. Tout cela dit, comment tu fais pour savoir que tu es en train de perdre? On était des patients, on ne savait pas. Il nous a donné toute une liste de stratégies, comment faire pour savoir qu'on est en train de perdre. Il nous a donné un schéma là, dans lequel on part de l'idée. De l'idée, on arrive aux stratégies. De la stratégie, on met le projet en fait, nous appelons ça application, donc mettre le projet et afin évaluer pour vérifier si la chose donne. Donc, comme je vous ai dit dès le départ, le projet, en fait la formation était très bonne. J'ai eu en fait ce que je voulais, parce que c'est ça que je venais chercher. Je vais dire que je n'ai pas perdu mon argent et ni de mon temps. Merci beaucoup. Merci.